Cet épisode s'ouvre sur du chaos pur. Des employés qui lancent des avions en papier dans le bureau. Serkan qui entre, regarde la scène et rappelle qu'ils ne sont pas dans un parc d'attractions, mais dans le meilleur cabinet d'architecture de Turquie. Il se dit comme un volcan prêt à exploser. Honnêtement, cette image m'a amusée autant qu'elle m'a intriguée. Parce que Serkan qui compare son état intérieur à un volcan, on sent que ce n'est pas juste de la colère professionnelle. C'est quelqu'un qui retient trop de choses depuis trop longtemps et qui commence à ne plus pouvoir contenir la pression. Les avions en papier ne l'énervent probablement pas vraiment. Ils sont juste le dernier prétexte avant quelque chose de plus grand. De l'autre côté, Alex et Aydan se disputent. Et cette dispute se transforme en quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Alex lui parle de compatibilité des âmes. Il dit que deux personnes doivent avancer dans la même direction pour que l'harmonie existe. Et il finit par lui déclarer qu'elle est son âme sœur. Là, je me suis arrêtée. Parce qu'Alex, depuis le début, est peut-être le personnage le plus ambigu de cette série côté amour. On l'accuse de se lasser vite, d'être volage. Et là, il sort l'une des déclarations les plus sincères de l'épisode. La série semble laisser penser que les gens les plus mal compris sont parfois ceux qui s'expriment dans un langage que les autres ne savent pas encore lire. Eifer découvre une invitation oubliée dans l'escalier, et tout s'effondre. Eda est confrontée par sa tante, et cette confrontation est l'une des plus importantes de l'épisode parce qu'elle force Eda à dire à voix haute ce qu'elle s'est refusée à formuler clairement depuis plusieurs semaines. Elle explique tout. Les invitations imprimées pour provoquer la jalousie de Serkan, le plan avec Denis, la date fixée pour forcer une réaction. Sa tante écoute et pose la question qui fait mal. Est-ce qu'elle ira jusqu'à avoir des enfants avec Denis pour que Serkan se souvienne ? Eda refuse catégoriquement. Mais le fait que la question soit posée dit quelque chose sur jusqu'où ce plan a dérivé. On a l'impression que même ceux qui l'aiment le plus commencent à ne plus tout à fait reconnaître les contours de ce qu'Eda est en train de construire. Sa tante pose un ultimatum. 1 semaine. Si Serkan ne retrouve pas la mémoire dans 1 semaine, le jeu prend fin définitivement. Et Eda comprend ce que ça signifie vraiment. Ce n'est pas seulement la fin du plan, c'est peut-être la fin d'un espoir, et possiblement la fin d'une relation avec la femme qui l'a élevée. Honnêtement, cette scène m'a pesé, parce qu'on sent qu'Eda ne se bat plus seulement pour Serkan, elle se bat pour ne pas tout perdre en même temps. Et cette pression cumulée commence à ressembler à quelque chose de difficilement soutenable. Et puis, le café. Serkan arrive dans un café. Le serveur lui indique sa table habituelle comme si elle lui appartenait, comme si cet endroit le connaissait. Il s'assoit. Eda est là. Il avoue qu'il ne sait pas vraiment pourquoi il est venu, juste qu'il avait besoin d'air. Ce moment est l'un des plus beaux de l'épisode, non pas parce qu'il se passe quelque chose de spectaculaire, mais parce qu'il ne se passe presque rien. Et pourtant, tout semble être là. Serkan dit qu'il se sent en paix depuis qu'il est arrivé, sans pouvoir l'expliquer. La mise en scène insiste sur ce mot, en paix. Il ne se souvient pas de ce café, il ne se souvient pas d'Eda. Mais on a l'impression que quelque chose en lui reconnaît qu'il est à sa place. Eda lui révèle que cette table est la sienne, qu'elle est réservée pour lui, qu'il peut venir quand il veut. Ce détail révèle surtout la façon dont Eda maintient un lien, pas par des grands gestes, pas par des stratégies, mais par des petits espaces préservés. Une table, un café au feu de bois, des endroits dans le monde réel où Serkan peut peut-être se souvenir sans le savoir. Et autour de cette boisson brûlante, la scène devient intime, légère, presque séductrice. 2 personnes qui semblent s'apprivoiser à nouveau, lentement. Erdem affiche de nouvelles règles dans l'entreprise. Interdiction de bavarder à son poste. Mais la règle qui choque tout le monde, et honnêtement, elle m'a arrêtée aussi, c'est celle-ci. L'amour est interdit au bureau. L'amour est interdit. On sent que ce n'est pas tant du Serkan employeur qui parle, que du Serkan blessé, qui tente de mettre des murs là où il ne sait plus quoi faire de ce qu'il ressent. Et Engin et Pluril, qui négocient solennellement de ne plus s'appeler par leurs surnoms affectueux au travail, mais de continuer en privé, c'est peut-être la scène la plus drôle de l'épisode. Ils traitent leur amour comme un contrat, et c'est touchant, quelque part. Eda confronte Serkan sur ses nouvelles règles. Il dit qu'en tant que propriétaire, il peut décider ce qu'il veut. Elle le traite de tyran, de robot sans cœur. Et là, quelque chose se passe que l'épisode ne semblait pas préparer. Serkan la retient, et il lui dit, et moi j'ai dû réécouter pour être sûr d'avoir bien entendu, qu'aucun autre ne peut la toucher. Elle lui demande de répéter, il se dérobe. Ce silence après cette phrase raconte plus que n'importe quel aveu, parce qu'on a le sentiment que Serkan n'a pas dit ça en tant qu'employeur. Il a dit quelque chose qui vient d'un endroit qu'il ne contrôle peut-être plus tout à fait. Et la façon dont il se dérobe ensuite laisse penser qu'il le sait aussi. Le lendemain, Céline apporte du café à Serkan. Il la remercie, dit qu'elle illumine sa journée.
Et puis Eda lui rappelle sa propre règle, l'amour est interdit au bureau. Serkan change d'avis. Il dit qu'il est trop amoureux pour continuer à nier ses sentiments et annule la règle. Honnêtement, cette scène m'a donné envie de tout décortiquer, parce qu'il y a quelque chose de très révélateur là-dedans. Il impose une règle qu'il se révèle incapable de respecter lui-même, et la supprime. On ne sait pas exactement à qui cette déclaration s'adresse. À Céline ? À lui-même ? À Eda indirectement ? La série laisse volontairement la question ouverte, et c'est peut-être ça, l'honnêteté de cet épisode. Ferit offre à Yeren une invitation du designer Federico Bedini, un séminaire sur la création de chaussures. Yeren hésite, elle avait jeté une boîte similaire sans l'ouvrir. Ce geste de Ferit révèle surtout quelque chose que la série glisse discrètement depuis plusieurs épisodes. Yeren a des rêves qui lui appartiennent. Des rêves concrets, professionnels, qui n'ont rien à voir avec Denis ni avec Eda. Et Ferit avoue qu'ils n'ont jamais pris le temps, quand ils étaient ensemble, de s'intéresser aux ambitions de l'autre. Ce regret, cette prise de conscience tardive, laisse penser que Ferit commence peut-être à comprendre ce qu'il a raté. Pas Yeren, mais l'idée de la connaître vraiment. L'arrivée du client important, Serkan qui insiste sur l'ordre, la rigueur, Eda qui ironise sur sa perte de mémoire. Leur façon de travailler ensemble ressemble toujours à ça, des pics habillés en professionnalisme. Le client remercie Eda pour ses efforts et les invite à son hôtel. Serkan refuse, et on sent dans ce refus quelque chose de plus calculé que de la politesse, comme s'il cherchait à maintenir une distance avec Eda hors du cadre professionnel, comme si la proximité, à ce stade, était devenue une forme de risque qu'il préfère éviter. Alex dit à Heifer qu'elle est l'étoile qui le guide dans le ciel. La scène est tendre, presque cinématographique, et puis son téléphone sonne. Une autre femme. Il s'éloigne. Il lui reproche de ne pas l'avoir appelé, dramatise, dit que ses yeux lui faisaient mal à force d'attendre. La mise en scène insiste sur ce contraste, les grandes déclarations d'un côté, les appels qui posent question de l'autre. La série ne tranche pas, elle laisse le doute s'installer. Et c'est peut-être ça qui rend Alex si difficile à cerner. Il dit de belles choses, et on ne sait jamais vraiment si c'est parce qu'il les pense ou parce qu'il a appris que ça fonctionne. Selin et Denis s'allient encore, pour empêcher Eda d'aller à l'hôtel avec Serkan. Céline promet qu'Eda dira elle-même qu'elle ne veut pas y aller. Et pourtant Eda insiste, dit que Denis l'y conduira. Ce ping-pong entre les plans et les contre-plans est devenu presque vertigineux. Tout le monde manœuvre, tout le monde surveille. Et ce qui est peut-être le plus troublant, c'est que chacun semble se convaincre de sa propre version de l'histoire. Comme si jouer un rôle assez longtemps finissait par rendre ce rôle réel. Les lignes entre stratégie et sincérité sont devenues difficiles à lire, y compris pour ceux qui les tracent. Et puis, le coup de théâtre. Les fichiers de la présentation disparaissent. Quelqu'un a piraté l'ordinateur d'Eda. Les copies n'ont pas été imprimées. Le client arrive dans 1 heure. Honnêtement, cette scène m'a mise sur les nerfs, et c'est probablement l'effet recherché. Parce qu'on sent que ce n'est pas un accident technique, c'est un acte délibéré. Et la vraie question que pose l'épisode à ce moment-là, c'est qui ? Céline qui travaille tard, pour tout vérifier 2 fois ? Denis dont les motivations restent floues ? Ou quelqu'un d'autre qu'on n'a pas encore vu venir ? Eda appelle le client. Elle lui propose de faire du tourisme à Istanbul pendant qu'elle reconstitue tout. Il accepte provisoirement. Leila part jouer les guides touristiques. Et Eda reste seule, face à un écran vide, à recréer de zéro quelque chose qui n'aurait jamais dû disparaître. On retrouve ici quelque chose qu'on connaît bien chez Eda depuis le début, elle ne capitule pas. Elle ne demande pas d'aide. Elle se dit qu'elle a déjà affronté des épreuves difficiles. Et elle recommence. Ce n'est peut-être pas de la bravoure pure. C'est peut-être juste une femme qui a appris, à force, qu'attendre que quelqu'un vienne n'est pas toujours une option. Alors elle avance seule. Ce que cet épisode montre surtout, c'est que tout le monde semble atteindre une forme de limite. Serkan qui impose une règle qu'il ne peut pas respecter. Eda qui reçoit un ultimatum d'1 semaine. Denis et Céline dont l'alliance commence à ressembler à une poudrière. Et Yeren qui tient une invitation dans les mains, une porte vers sa propre vie, et qui hésite encore à l'ouvrir. Honnêtement, cet épisode m'a laissé avec une question que je n'arrivais pas à lâcher. À quel moment un plan devient-il une prison ? Parce qu'on a l'impression que tout le monde, dans cet épisode, est enfermé dans quelque chose qu'il a lui-même construit. Et les murs commencent à se refermer. Dites-moi en commentaire, cette phrase de Serkan, aucun autre ne peut la toucher. Vous pensez que c'est une forme de jalousie qui remonte, ou quelque chose de plus profond qui commence à se réveiller ? Je lis tout. Un like et un abonnement, ça m'aide vraiment à continuer cette aventure avec vous chaque semaine. Merci d'être là. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 100. Un épisode anniversaire, une présentation à reconstruire en urgence et des vérités qui semblent ne plus pouvoir attendre.
Moi, j'ai l'impression que l'épisode 100 va tout faire basculer. Je suis prête. Et vous ?